retour dans cette émission, l'autre journal numéro 91. Je rappelle que nous sommes avec Jérôme Soso, il est le directeur de publication du journal Triangle des enjeux, et avec Abi Alpha, directeur de publication du journal Le Rendez-vous. Nous sommes en train de débattre de l'actualité sociopolitique au Togo. Nous allons maintenant aborder le second sujet que nous avons prévu pour vous, qui concerne les emprisonnements, le kidnapping et la répression instaurée par ce régime. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une Gestapo au Togo. On ne va pas dire que c'est aujourd'hui que ça donne l'impression. Parce que moi, j'ai comme l'impression que depuis toujours, on a dans les Gestapo, on a une gouvernance militaire. Tout se fait par la force. Tout se fait par la force. Et la dictature, naturellement, brime. La dictature, bien naturellement, décime, torture, et puis je ne sais plus. Et maintenant, aujourd'hui, c'est comme la dictature du Togo n'a plus de répondants devant. C'est ceux-là qui pouvaient quand même, à des moments donnés, leur dire de s'arrêter un peu, il n'y en a plus. Et ce qui donne la force à cette dictature de nous martyriser plus davantage. On ferme les journaux, on emprisonne, on enlève des gens dans la rue comme de vulgaires bandits, alors que les vrais bandits circulent tranquillement, ils sont là partout et dans le pays. Ceux qui détournent les biens publics, on les connaît, parce qu'en temps, le chef de l'État, même dans l'un de ses discours, l'avait clairement dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Bien naturellement, quand quelqu'un s'accapare d'une chose commune, cela veut dire que le gars est en train de voler. Si la chose appartient à tout le monde et que toi, tu viens faire la main basse là-dessus, cela veut dire que tu voles. Et le chef de l'État l'a dit publiquement qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Maintenant, qu'il faut des gens pour leur dire arrêtez, on n'en trouve pas. Et au contraire, les gens sont contents quand on enlève, quand on emprisonne. Les gens sont contents. Les gens sont contents. Et moi, je dis que ceux-là qui sont contents aujourd'hui, ceux qui devraient en réalité arrêter la dictature de progresser, de nous avaler ou d'avaler le peuple, ce sont ceux qui font plus mal à leurs concitoyens. Je le dis, bien naturellement, la dictature décime, avale, tue, terrorise, martyrise. C'est quelques caractéristiques de la dictature. Maintenant, vous qui êtes devant la dictature et qui devez s'unir pour faire barrage à cette dictature-là de nous avaler, vous applaudissez la dictature. Parce que on a pris quelqu'un qui n'est pas de votre bord et qui peut-être vous a insulté aujourd'hui, hier. On a pris quelqu'un qui n'est pas de mon bord, qui peut-être m'a insulté. La dictature avance. Si on a pris tout le monde, il va me rester seul. Je resterai seul. Et n'oubliez pas que la dictature va marcher sur moi. Plus tard. Donc c'est pour ça que je dis que les Togolais doivent réfléchir autrement. On doit réfléchir autrement pour dire que la dictature, naturellement, fait mal. Surtout si elle est sanglante. La dictature au Togo, elle ne fait pas bien. Elle marche sur tout ce qui bouge devant elle. Et si nous continuons de croiser les bras, comme quoi on fait, ce n'est pas moi qu'on fait du mal, c'est à l'autre qu'on fait du mal, on se trompe. On se trompe. La dictature avance. Ça fait pratiquement 54 ans ou plus que nous vivons ce que nous sommes en train de... Et maintenant, c'est pire. Aujourd'hui là, c'est pire qu'avant. Hier, du moins, on faisait un front. Les Togolais faisaient un front devant cette dictature et qui, à des moments donnés, l'arrêtait. Et qui fait peut-être reculer cette dictature-là. Aujourd'hui, la dictature ne trouve plus personne devant elle et prend
avale un à un ceux qui sont devant elle. Un à un, et jusqu'à ce que restera le dernier. Et lorsque la dictature va avaler le dernier des Togolais, le pays sera comment? Et vous allez voir que c'est la dictature là qui va arriver sur le pays éternellement. Si on refuse de faire le front, si on refuse de taire nos égaux, si on refuse de penser autrement, et qu'on croit que c'est à l'autre qu'on fait du mal, on se trompe. Nous nous faisons tous du mal. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux se rentrer dedans, s'insulter, alors que eux tous, ils disent que le dénominateur commun, c'est-à-dire leur adversaire commun, c'est la dictature. On laisse la dictature tranquille avaler les gens. On laisse la dictature faire ce qu'elle veut, tranquillement. On s'insulte, on se rentre dedans, on se met des bâtons dans les roues, comme quoi on est en train d'applaudir ce que la dictature fait. Moi, ça me fait vraiment, vraiment mal. J'interpelle et la société civile et les partis politiques. J'interpelle également le peuple togolais à réfléchir autrement. Parce que ça suffit, quoi, ces débats inutiles sur les réseaux sociaux, ces débats au cours duquel pendant toute la journée ou pendant toute la semaine, des gens s'insultent, se rendent dedans, se disent du n'importe quoi, alors que l'essentiel est là. L'essentiel là est en train de nous détruire. Regardez aujourd'hui la vie très chère. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Difficilement on mange. Vous allez sur le marché, tout est cher, véritablement cher. On a augmenté des taxes. Actuellement, vous passez dans les rues de Lomé, vous allez trouver les gendarmes, les policiers qui ont abordé de, je sais pas, gilet jaune, derrière lequel on a écrit contrôle TVM. Ça ne va pas être facile pour nous. Eux, ils ont instauré ces tasses-là, ils vont les collecter. Forcément, ils sont en train déjà de les collecter. Ils ont instauré beaucoup de tasses. C'est ce qui rend la vie très, très difficile. Très difficile aujourd'hui. Nos mamans qui sont au marché n'arrivent plus à vendre. Or, ce sont elles qui nous aident, nous les hommes, à quand même à faire vivre nos foyers. Et donc, c'est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça qu'il est fondamental que des gens réfléchissent d'une autre manière, qu'ils taisent leur colère, leur ego, leur querelle, qui n'ont pas d'intérêt commun, qu'on revienne, qu'on passe autrement, à faire en sorte qu'on mette quand même une barrière à cette dictature. Sinon, elle est en train de marcher sur nous, elle est en train de nous avaler, et petit à petit, je crois que si on ne fait rien, si on ne réfléchit pas d'une autre manière, la dictature va nous avaler tous. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, Abi Alpha, aujourd'hui, nous dirons que nous ne sommes pas en sécurité au Togo, pas parce qu'un braqueur peut tirer sur nous à tout moment, ou bien un voleur, un cabrioleur peut nous cambrioler, mais le régime, ceux qui nous dirigent même, peut nous enlever en chemin et nous déposer quelque part, même nos avocats n'auront pas de nouvelles de nous. Ouais, je crois que par rapport à cet aspect précis, il faut que je commence en disant que la CEDEAO actuellement, c'est 15 pays. À moins que je me trompe. 15 ou bien 16 15 pays. 16. Non, je crois qu'entre-temps, un pays s'est retiré. Ah oui. Il reste 15. Sur les 15 pays, à ma connaissance, prenez-les un à un. Posez-vous la question, c'est combien de citoyens au Bénin? Par rapport au Bénin, s'ils sont 16 millions, combien de Béninois vivent ailleurs? Faites ce exercice sur les 16 pays. Vous verrez que le Togo est le seul pays où il y a plus de Togolais à l'extérieur que de Togolais à l'intérieur. Sur les 15 pays. C'est-à-dire les Togolais, si actuellement on s'entend que c'est vrai, depuis là, c'est des chiffres mensongers des chiffres politiques mensongers qu'ils publient pour être aussi à la... C'est-à-dire pour être à jour par rapport à tout ce que vous savez au programme de développement. Donc,
vis-à-vis de cette politique, on nous a fait croire, et nous tenons ça pour le moment, que nous sommes 8 millions d'âmes. Les 8 millions là, si on s'entend que nous sommes 8 millions, il y a plus de 8 millions de Togolais qui vivent ailleurs. Je sais que vous comprenez. Ça là, je défie une autorité qu'ils appellent les autres pays, combien des nôtres sont chez vous, et qu'ils fassent la somme. Et ils connaissent ils le nom. reviennent nous démentir. Il y a plus de Togolais qui, c'est-à-dire des Togolais qui ont fui leur pays, soit pour des motifs de politique, motifs économiques, tout ce que vous savez, pour vivre ailleurs, sont plus nombreux que ceux qui font la résistance comme nous aujourd'hui. Et ça intéresse les gens. Si tout le monde peut sortir, qu'il reste un petit poignet des individus qui peuvent se taire, c'est une bonne chose. Ça permettra à une monarchie de refaire pour nous. C'est dans un environnement comme ça que nous vivions. Moi, je suis allé dans une ville de l'Allemagne. On devait faire une conférence. On devait me donner les informations, les rudiments par rapport aux réalités de mon pays. Dans cette ville, c'est une ville de l'Allemagne, ce n'est pas toute l'Allemagne. On me dit que les Togolais qui ont déjà le papier, c'est-à-dire ils ont déjà papier prêt, ils sont citoyens et qui sont dans cette ville, sont 6 000. On ne m'a pas donné le nombre de ceux qui sont en attente, qui ont introduit les demandes dans l'incertitude d'avoir ou de ne pas avoir. Mais ceux qui ont déjà le papier sont 6 000. Je parle de la ville de Hambourg. Ça, c'est les chiffres de 2017. J'ai reçu ces informations du Parlement hambourgeois. Ils sont 6 000 dans cette seule ville. En termes de classification, Hambourg est la 3e et la 4e ville en termes d'importance. Il y a Munich, il y a plus costaud avant ça. Ce n'est qu'un exemple. Je viens de vous dire, quand on parlait des enseignants, que si on prend le corps médical, la profession médicale, les médecins, je ne parle pas des infirmiers, je n'ai pas de chiffres, mais les médecins togolais qui ont fini en France, qui ont décidé de vivre là-bas, de travailler là-bas, ou bien qui ont fini ailleurs, qui sont venus s'installer en France, qui travaillent là-bas actuellement, sont plus nombreux que ceux qui travaillent au Togo en tant que médecins. Ce n'est qu'un exemple. Bon, quand vous êtes dans une république où les fils du pays sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est pour ceux qui connaissent Lomé il y a 20 ans. À 22 et 21, sortez sur 2 corps. Prenez faites un 100 pas, parcourez à part de 2 corps, glanez un peu. À quoi ça ressemble? Il n'y a plus de l'ambiance. Hein? Moi, j'ai reçu des gens qui, en soir comme ça, ils sont dit, monsieur a dit, on fait une soirée, on fait une promenade vespérale, pourquoi pas en ville? Mais à un moment donné, de la promenade, ils se sont dit que bon, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose se passe? Parce qu'ils savaient ce que hier est et ce qu'ils sont en train de dire. Ils se disent, bon, est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui nous échappe et qu'on ne devait pas sortir? Parce que les rues sont désertes. Mais l'autorité dit que c'est normal. Si ça permet, si ce silence, au fur et à mesure que les citoyens sortent, quand tu vas au Nigeria, quand tu comptes les Togolais, au Ghana, tous ces pays-là, au fur et à mesure que les gens sortent, et ça les permet de consolider leur pouvoir, même s'il reste un petit poignet, peu importe. Quand vous êtes dans un environnement comme ça, je ne dis pas qu'il faut se nourrir du désespoir, mais quand on fait avec quelqu'un, on ne le connaît pas, je le dis toujours, on ne gagne rien de lui, qu'on apprenne à le connaître. De façon à ce que si demain, on dit que ah, c'est Jérôme qui a fait ça. Je dis, le monsieur là, je ne l'aime pas trop, hein, mais on a fait ensemble. Mais tel que je le connais, ça, il ne peut pas faire. Ça, il peut faire. Il faut que le Togolais sache de quoi est capable ce régime. Je vais parler de mon cher ami Omolo, que je connais très bien. Actuellement, c'est malheureux. On se comporte contre un monsieur comme si être un activiste, c'est un crime. C'est vendre de la drogue, c'est un crime, c'est vendre des organes humains. C'est-à-dire c'est faire une activité interdite. Activiste, c'est quoi? Et ça, là, ça suffit pour qu'on fasse de lui, qu'il fasse l'erreur de se retrouver là où il ne faut pas se retrouver. On le prenne et puis, vous voyez ce qu'on est en train de le coller. Je ne vais même pas commenter sur les 4 fameuses chefs d'accusation. Tu sais, au Togo, c'est au Togo seul qu'on t'arrête avant de réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on va le coller?
On te prend, tu es déjà dans leur cage et on réfléchit, bon, maintenant de quoi on va l'accuser, on l'a déjà pris. Et seulement au Togo, ça se fait comme ça. Donc ils l'ont pris. Pendant son séjour, pendant les interrogatoires au SCRIC, ils ont eu le temps de fabriquer les 4 chefs d'accusation qui le collent très bien. Il était ici en 2019. Il a fait son séjour clandestin. Là-bas, ça a marché. Il est parti. En partant même, il a fait un tour à la Colombe de la Paix. Arrivé, ce que beaucoup ne savaient pas, quand il a quitté les retenus, à l'époque où la compatriote Foussina Diagba, on communiquait beaucoup. Pendant son séjour à Accra, il a fait un accident dans lequel quelqu'un même est mort. Donc, finalement, il a pu rejoindre son pays d'accueil. Moi, je l'ai parlé quand il était convalescent. Il m'a dit les difficultés qu'il a. Bon, ce qu'on peut se conseiller, on s'est conseillé. La dernière fois, je me réveille, je pouvais m'attendre à tout, sauf. Parce qu'au Molou, côté étudiantin, il a déjà traversé la galère. Il a goûté aux affres. Il a fait un peu la prison. Et c'est c'est par dénouement que. Puisque tu vois, quand il y a des gens qui dérangent au campus, en notre temps, on s'arrange, soit il est un peu gérable, on le trouve une bourse, on l'évacue hors du pays, soit il n'est pas gérable, vraiment, on s'en débarrasse vraiment comme le mot le désigne, soit lui-même il a les moyens, il dit il faut que je me retire. Je ne sais pas quand même comment au mot de se retrouver en Suisse, mais ils sont toute une ribambelle comme ça, qui étaient parmi les responsables du leader du mouvement estudiantin et qui se sont retrouvés de l'autre côté. Il a goûté au moins en 2 mois les affres de nos jours. Il connaît à quoi ressemble la vie là-bas. Du moment où il a goûté ici avant de se retrouver là-bas, ça a aiguisé son activisme. Tout le monde sait, c'est vrai. Chacun fait ce qu'il peut faire pour garder allumée la flamme de la quête de la liberté. Mais on sait ce que tu l'aimes pas, tout le monde sait ce que Oumou fait. Moi, je ne veux pas m'interroger sur ce qu'il dit, contre qui, quand est-ce qu'il a dit, ce n'est pas mon problème. Tout le monde voit ce qu'il fait. Donc, bon, il est venu, là, il faut une fois venir, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, ils l'ont pris. Ils en font un grand criminel. Pendant que les criminels se promènent en plein jour, on ne sait pas à quelle sauce ils vont le manger, mais dans un état qui raccorde derrière les institutions internationales pour colmater l'argent en brandissant l'image de bon élève de la démocratie. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on a besoin de faire en sorte que tout ce qui est détracteur, qui ne vous ressemble pas. Parfois, nous, on tient les débats, les gens, un jour, moi, quelqu'un, vous placez, mais frère, est-ce que vous finissez le débat, quelqu'un écoute, il veut se rassurer que tu es au pays. Parce qu'il se dit, il a une idée de quoi sont capables ces messieurs. Quand vous vous faites connaître comme des gens qui ne supportent pas la contradiction, or, vous ne faites rien pour qu'on ne vous contredise pas. Je vous interroge. Actuellement, M. Faure a écrasé toute l'opposition. Ceux qui peuvent rester encore lever la tête, il les a mis dans les mairies, un peu partout, comme vous le savez. Il est le seul. À la marocaine, à la saoudienne, c'est-à-dire de père en fils, quoi. Maintenant, parfois, ce qui aussi bloque le développement dans certains environnements, c'est aussi la contradiction. Maintenant, M. Faure, mais tu n'as pas de contradicteur devant toi. Si tu as envie de développer, de faire du secteur enseignant, par exemple, un fleuron, c'est-à-dire un centre de l'intelligentsia, tu as la main libre. Il n'y a pas un contrepoids au Parlement. Il n'y a pas un contre-ministre dans ton gouvernement. Tous, c'est des gens qui te ressemblent, des gens de ton bord politique. Qu'est-ce qui les empêche actuellement? Et qui te disent ce que tu veux entendre. Qu'est-ce qui les empêche actuellement de développer le pays? Si c'est de ça ils ont besoin pour développer le pays. Maintenant, ils l'ont eu. Ils ont écrasé tout le monde. Ceux qui sont là, qui font dans la contradiction, doivent mesurer ce qu'ils disent. Des gens comme nous.
Maintenant, que vous avez eu ça, dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de construire le pays? Vous avez fait des promesses, vous avez amené tantôt des Arabes, tantôt des frères noirs comme moi, tantôt des Européens. Vous avez même signé, aujourd'hui c'est tel projet, tel pays va financer 150 milliards pour tel boulevard. Ça se trouve à quel niveau? Ça se trouve à quel niveau? Vos différents projets de développement qui se sont succédés, PND, SCRIC, SCRAC, tout ce que vous connaissez qui se succèdent là, c'est beaucoup de milliards. Là, actuellement, la Covid est venue remplacer le PND, mettre en veilleuse le PND. Avant le PND, il y avait. Avant, il y avait. Quand vous gérez le pays par la menace et les sigles, quand vous voyez notre pays faire quelque chose qui, vous aussi vous venez, vous prenez, il y a toujours des jeunes qui sont prêts à ça. Ils créent rapidement un logo, les cycles, on trouve un bon parrain pour défendre le projet et puis ça devient un intérêt national et on cherche les bailleurs. Actuellement, le PND, c'est à quel niveau? On l'a modifié. Je crois que c'est triste pour ce qui arrive, ce qui est en train de se passer. L'exemple le plus vivant actuellement que nous touchons, c'est le cas Oumourou. Les Oumourou, ils en auront. Il en aura, les Oumourou. Ils peuvent... Qui ne pensent pas que ça là, bon, on a trouvé la solution, c'est faux. Les Oumourou, là, il en aura. S'ils pensent avoir trouvé la solution avec cette façon de faire, tant mieux. Nous savons de quoi ils sont capables. Ceux qui ne les connaissent pas, qu'ils sachent que le Togo est le seul pays où on est rentré dans un camp en temps normal. Si on n'est pas un pays de guerre, on rentre dans un camp. On n'est pas tombé sur un petit... On a tué le grand officier. Un petit sergent, ou bien un petit poltron qui, entre-temps, a pris un verre de trop. On est sorti sur le chef de garnison. Ne devient pas chef de garnison. Et on l'a éliminé. Il finit dans le sang. Rien ne se passe. Le corps disparaît même. Les gens veulent encore entretenir le débat que le corps est à la morgue. Je ne veux pas parler. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur ça. Ceux qui veulent lire, ceux qui veulent savoir, cette affaire-là, c'est quoi là? Qui retourne lire le rendez-vous où j'avais dit la désacralisation de la vie humaine. Où j'ai dit ce que je pense que et ce que j'ai comme information. Donc, quand un État fonctionne comme ça, on peut rentrer dans ça. C'est le lieu qui est censé... Quand ça pète chez vous ici, c'est un camp. Quand c'est trop, c'est un camp que nous devons appeler. Si la gendarmerie d'à côté, la police, le commissariat vient, ils sont submergés. Comment on appelle un camp? Quand ils viennent, on sait que bon, la paix est revenue. Quand on rentre dans un camp pour commettre un tel acte, jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait ça. Dans le pays qui mise vraiment... qui mise au prix des yeux de la tête pour écouter les gens, on n'arrive pas à savoir qui a fait ça actuellement. Donc, c'est dans un pays comme ça, il faut aussi que nos activistes sachent où ils mettent les pieds. Parce que on dit de ne pas se donner la mort. Ne pas se donner la mort ne veut pas dire seulement aller prendre la corde, se mettre au cou pour monter contre une branche, mais c'est savoir où on met le pied, savoir où aller à quel moment. C'est déjà venu, nous souhaitons que ça n'arrive plus à une autre, mais que l'autorité sache qu'ils n'ont pas encore la solution. Ce n'est pas la solution. Eux qui sont des mendiants dans le terrain financier là, ce n'est pas ça qu'ils doivent faire. Et qui sont là tous les jours, oui, grâce à la politique du chef de l'État, cette année on a créé 1500 entreprises, l'année prochaine, eux qui font ça pour entretenir les politiques là, et qui ont déjà essayé tout, ils n'ont plus rien à vendre au Togolais là, ce n'est pas ça qu'ils doivent faire. Ce n'est pas au moins ils vont garder là-bas pour se refaire pour le... Ça ne change rien, ça est éternel. Ils sont pleins là-bas. Les presque la centaine de gens qui sont en train de mourir dans l'affaire Tigre de la Révolution et autres. Oui. Ils sont là-bas, ils sont en train de mourir. Ils savent que celui-là, ici, là, quand il quitte ici, c'est pour aller mourir.
Ils le tiennent. Peut-être, s'ils veulent être indulgents, au moins ils savent que bon, même si on le libère, c'est fini, il n'est plus une menace, il va aller mourir. Ils le libèrent. Comme ils ont libéré le SG du PNP. Quand ils ont libéré les gens, bon, mais ce n'est pas tout qu'on dit. Moi, je dis, bon, le monsieur, c'est quand ils savent que c'est fini pour lui qu'ils l'ont libéré. Et il y a plein de cas comme ça. On peut se rappeler du cas Tidjani. Et quand ils te prennent dans leur jour, c'est le jour où ils savent que sur le plan médical, tu es fini, qu'ils libèrent. Et les exemples, on peut en citer. Comme ce qu'ils sont en train de faire avec Abdelaziz Goma. Exactement, Aziz Goma est là-bas. Ils sont 16 avec son groupe. Les autres, ils sont 100. Ils sont là-bas en train de mourir à petit feu. À petit feu. À petit feu. On les prend. Je vais vous faire rire. Il ne faut pas que parfois on pose à des gens anormaux des questions normaux. On vient chez quelqu'un, on ne lui présente aucun document, on le prend, on le dépose quelque part, on dit qu'il est privé de liberté. En le prenant, on n'a laissé aucun document, ni à lui-même, ni à ses parents, ni à son avocat. Un jour, on le libère. On ne le donne aucun document qui le libère, rien quoi. Il laisse du voit l'image. Et des gens comme ça, tout le monde sait que la prison civile de Lomé, c'est là-bas quand quelqu'un est en infraction, on le garde. Si il n'est pas là-bas, il est dans les prisons périphériques. On te prend, on te garde quelque part, où personne ne sait c'est où. Et tu vois, dès qu'on prend quelqu'un, il n'est pas dans les lieux de détention classique et qu'il est pris, ça c'est constaté, mais on ne le voit pas là, on doit le garder, c'est qu'il est en train de torturer. On le torture proprement, on le ramène. Là où il faut maintenant le garder. Au moins, on sait que cette torture-là, même si on le libère, il va en mourir. Donc, dans un pays comme ça, apprenons à ne pas poser des questions normaux aux gens comme ça, qui gèrent de cette façon. Apprenons à ne pas faire des débats normaux avec eux. Ils ne peuvent pas répondre de façon normale. Pour eux, c'est la force. Ils ont déjà essayé, tout ça ne va pas. Ce qu'ils peuvent faire pour maintenir les apparences, c'est la force. Ou tu quittes le pays, ou bien tu es là, tu t'étais. Ils sont parvenus à faire exiler actuellement plus de Togolais à l'extérieur. Nous qui sommes là actuellement, nous sommes largement, en termes de nombre, en deçà du nombre de Togolais qui sont à l'extérieur. Vous pouvez faire les recherches, on reviendra en débattre. Bon, c'est comme ça, c'est vraiment une Gestapo, c'est les enlèvements, certaines choses, quand tu racontes que les Togolais subissent ça, parfois on ne te croit pas. Je vous ai fait rire un jour que, en 2017, quand on frappait, on délogeait les gens de leur maison, à Sokodé, Bafilo et autres pour aller vivre en brousse là. J'étais avec Maxime, que vous connaissez mieux que moi. J'étais à une conférence en Afrique du Sud avec Maxime. Quand j'ai exposé, j'ai pris ça en exemple, les gens ne m'ont pas cru. Il a fallu qu'à la sortie de la conférence, on a peur qu'on ait la chance de tomber sur 2-3 personnes qui sont en brousse pour qu'ils témoignent. On a mis vidéo pour que les gens acceptent que vraiment, donc, les soldats sont venus dans un pays qui n'est pas en guerre, les gens sont venus dans une maison, on frappe quelqu'un, tout un quartier, jusqu'à les gens sont obligés pour être en paix d'aller vivre dans la brousse et ils dorment là-bas. Tu vois, quand parfois tu présentes l'image de certains réacteurs ailleurs, les gens ne te croient pas. Toi, tu as vécu ça. Donc, c'est triste pour ce qui arrive. Il faut que vraiment, encore une fois, tous ceux qui font quelque chose pour que ça change au Togo apprennent à connaître nos réalités. Pour qu'on ne se retrouve pas demain dans le cas des dossiers au Moulou et tout ce que... Merci beaucoup, Abialfa. Oui, mais aujourd'hui, moi, ce que me fait assez mal, c'est la banalisation de la vie humaine. Des gens, la vie humaine ne représente plus rien aux yeux de ceux qui nous gouvernent.
Qui sait qu'à la sortie de cette émission, on peut nous terroriser demain dans la rue et puis personne ne dira rien. Et on a un ministre des droits de l'homme. Et puis on a dit que nous avons des droits de faire ci, de faire ça. À la suite de l'émission, peut-être que ça n'a pas plu à quelqu'un, mais il marche sur nous, il nous terrorise, il nous tue carrément. Et personne ne va demander pourquoi on les a tués. Et peut-être qu'on aura la chance, nos parents auront la chance de voir notre corps. Et c'est ce qui est vraiment dommage pour ce pays. Vous voulez gouverner le pays par la force, vous y êtes. Vous avez tous les pouvoirs, l'argent, l'armée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein parmi nos frères qui ont été dans les grandes écoles pour devenir des officiers, qui ne réfléchissent pas en termes de ce que ceux-là qui souhaitent qu'on réfléchisse comme eux. Ils ont une autre manière de réfléchir, de voir la chose. Mais seulement, ils n'ont pas la capacité de s'interposer, de dire non, ça là, on n'est pas aimé. C'est ça la réalité. C'est pour ça que nous, les novices, quand on prend l'armée, peut-être qu'on les critique. On a vu peut-être un policier ou un militaire qui a lancé des gaz lacrymogènes ou qui a tiré sur un... On dit que c'est toute l'armée. En réalité, ce n'est pas toute l'armée, en fait. Il y a des têtes qui sont là et qui ne veulent rien comprendre et qui continuent quand même de faire comme nous sommes encore en 1963 lorsqu'ils ont tiré sur Eyadima et comment appelle-t-on Sylvanus Olympio. Et c'est ça qui fait mal. Et puis encore, on va dans des pays devant les institutions internationales pour dire que nous faisons de la démocratie. C'est quel genre de démocratie vous faites? Et que des gens n'ont pas la liberté de contredire ce que vous êtes ou de critiquer ce que vous êtes en train de faire. Vous parlez au nom des Togolais. En réalité, ceux qui nous gouvernent parlent en notre nom. Et à chaque fois quand ils se déplacent, ils vont quelque part, ils parlent du Togo. Et maintenant, quand vous faites quelque chose à notre nom et qu'il ne nous plaise pas, on ne veut pas que nous en parlons. Ils ne veulent pas du tout que nous en parlions. Et moi, je ne comprends pas ça. C'est ça qui fait que c'est aujourd'hui dommage que plus rien ne bouge. Et ils pensent qu'avec ça, le pays peut se développer. Jamais. Ils végètent toujours dans l'archaïsme, ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, ce qu'ils ont fait pendant plus de 50 ans, qui continuent de nous présenter des plats toujours réchauffés. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'initiative aujourd'hui à faire valoir devant les Togolais. C'est ce qui fait que vous voyez l'état du pays. Patrice Talon est venu hier seulement. Vous voyez tout ce que Patrice Talon est en train de faire au Bénin. M. Fognas est là déjà pratiquement 16 ans. Et vous voyez ce qu'il est en train de nous présenter. Et tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce ne sont que des plats réchauffés. Tout ce qu'on a déjà vu, tout ce qu'on a déjà entendu, qu'il fasse revenir, qu'il mette au four, que ça se chauffe un peu. Et puis. Est-ce que Patrice Talon a eu un prix de développement en Allemagne? Mais moi, c'est ça qui me fait encore rire. Cette histoire de nous présenter un document, un bout de papier, comme on est tellement en joie, de nous présenter un bout de papier pour dire qu'on a reçu un prix de développement. Développement par rapport à quoi? Je le dis, le Togo, vous sillonnez, nous sommes en saison de pluie, sillonnez les quartiers de Lomé. Même ces quartiers qui ont bénéficié d'une trace de goudron qu'on est en train de faire. Passez dans ces quartiers, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on est en train de développer? Le développement, c'est quoi? C'est voler l'argent du pays, construire des châteaux, des grands immeubles où personne ne dort dedans. C'est ça le développement. Mais le développement se lit sur le visage des populations. Je donnais un exemple aujourd'hui, ce matin, en disant que vous allez au nord du pays, du moins chez nous, le long de la mer, on peut grimper un cocotier, cueillir, comment appelle-t-on, un coco sec, et avec de la farine,
on peut calmer la vallée. Et avec, aujourd'hui, on a plein de Puata. Un sachet de Puata ou 2 sachets de Puata, on a gagné la journée. Maintenant, allez chez nos frères qui sont à l'intérieur du pays, qui sont au fin fond du pays. Je parle de Yoto, Togo, au niveau de la frontière du Bénin, Togo, niveau Burkina, Ghana, Togo, etc. Allez au fin fond, vous allez voir comment nos frères souffrent. On leur distribue des roues, des tabacs. Des roues, des tabacs. Un pays qui veut se développer, qui veut faire manger, actuellement peut encore cultiver avec des roues, avec des tabacs. C'est pitoyable. Et je dis, ce qui me dérange un peu encore dans toutes ces histoires, c'est que ceux-là qui font la loi du pays, ils viennent de là. Ceux qui font la loi aujourd'hui là, qui décident de la vie et de la mort des gens, ils viennent de l'autre côté. Alors, leurs frères qui sont là-bas, et puis ils les visitent peut-être une fois 5 ans, lorsqu'il y a élection présidentielle, campagne électorale, ou comment ça s'appelle, législative, où il faut aller distribuer des t-shirts, du sel, de l'oignon, du touk ou du sorabi. C'est ce qu'ils font, hein, parce que ils nous ont tellement affamés qu'ils connaissent nos goûts. Ils nous ont tellement affamés au point que ils savent que nous dormons dans l'alcool. Nous dormons. Et quand ils arrivent là, c'est pour donner 1 litre, 2 litres de sorabi, un bidon de tchouk, et nous sommes contents, et nous le buvons, on devient ivre, et puis on saute de joie, et puis ça s'arrête là. 5 ans après, personne ne revient. 5 ans après, c'est pas sérieux. Ça ne nous fait pas quand même honneur. Et si on veut développer ce pays-là, il faudrait que ceux qui nous gouvernent, acceptent qu'on leur fasse des remarques. Et quand on va leur faire des remarques, qui tiennent sur ces remarques-là pour avancer. Maintenant, cueillir des gens dans la rue, les tuer, ou les mettre en prison, les décimer, etc., ça ne résout pas le problème. On déplace le problème, et puis on est en joie, alors que ce que vous faites aux gens aujourd'hui là, ça vous attend demain, forcément. Forcément. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, toute cette situation que nous sommes en train de décrire ici sur ce plateau. Hier, la situation, on peut dire que c'était mieux. Il n'y avait pas eu ces exactions. On en avait, mais pas assez. Aujourd'hui, ceux qui sont répondants, ceux qui contredisent le pouvoir, le régime, sont aujourd'hui dans les mairies et, selon les informations, composent avec le régime. On peut dire que c'est ce qui ouvre le boulevard aujourd'hui au régime. Non, moi je pense que depuis que cette histoire de mairie de municipal, l'élection municipale a été annoncée, quand elle a commencé à s'organiser, quand j'ai vu que les gens sont vraiment prêts pour y prendre part, j'avais parlé, si on se rappelle bien, nous avons parlé à notre rédaction de capitulation négociée de l'opposition. Donc c'est une capitulation négociée et actuellement on est en train de le vivre. Voilà. Donc les gens sont... je n'ai plus de miracle. Moi, il y a 3 jours, quelqu'un me faisait rire. Il y a un tout puissant maire qui est venu trouver un chez moi, chez lui. Il tient une mairie un peu costaud et où il y avait un système pour intéresser les collecteurs. C'est-à-dire ceux qui vont sur le terrain pour prendre les taxes là. Si tu atteins un certain montant, tu as un pourcentage pour les encourager, les motiver à la tâche, pour que chacun mouille le maillot. Voilà, la situation est venue, il faut signer les États pour qu'on puisse intéresser ceux qui vont sur le terrain. Il arrive quelque part, les gars, il veut signer. Il s'énerve, il biffe, il laisse le bic. Comment un collecteur va prendre comme une sourde de 500 000? Non, c'est pas possible. Il a refusé de signer. Actuellement, ça fait débat là-bas. C'est-à-dire, avant qu'il n'arrive, c'était un schéma comme ça. Oui. Comme il y a des paresseux, il sait qu'il y a le salaire. Bon, moi, j'ai travaillé, j'aime pas travailler avec le salaire. Et qu'au lieu d'aller sur le terrain, toucher la réalité du doigt, savoir quoi dira l'opérateur économique.
savoir qui approcher, qui n'est pas approché, à quel moment aller chez qui pour qu'il accepte verser ce qu'il doit verser à l'État. Comme il y a des gens qui savent faire ça, qui ont la volonté de le faire, et que de trop, c'est des fainéants qui ne veulent pas le faire, pour motiver tout le monde. Si tu arrives par exemple à faire entrer 5 millions, tu as tel pourcentage de ce que tu as amené. C'était comme ça avant qu'il n'arrive. Maintenant il est là. Voilà un monsieur qui s'est décarcassé et que ce qu'on doit lui verser c'est 500 000. Il arrive, il veut signer, il dit comment c'est pour le terre non, en dehors de ce salaire, il a refusé de signer. À l'heure où tout le monde se parle, ça fait débat dans la mairie. Tu comprends? Des gens comme ça, quelque part on dit souvent quelque chose, à quelque part malheureusement. Il y a des gens qui ont fleuré à quelques encablures près, ils devaient vous diriger dans ce pays. Vous savez à quoi ça va ressembler? Donc, tu dis toujours que les gens qui gèrent par la ruse, ils se donnent les moyens de leur politique. Entre autres moyens de leur politique, c'est ces mairies-là. Actuellement, ils sont quoi? La dernière fois, nous avons débattu largement sur cette histoire de aucun maire ne réalise rien, que c'est une dame quelque part qui doit réaliser des travaux. Tu vois que ça fait le maire, tu es réduit à quoi maintenant? Quand tu sors dans certains pays, certaines choses, il y a des combats impossibles, mais on peut les limiter. Si tu vas au Nigeria, sur la réalisation des œuvres publiques, il y a de la surfacturation. Si on dit que ici c'est un ministère, c'est vrai, on surfacture pour le faire. Moi qui ai amené le projet, je vais manger. Jérôme qui entre-temps au Parlement a aidé pour qu'on vote la loi pour que le projet, il va manger. Sur la chaîne, les gens s'arrosent. Partout, y compris au Nigeria, la grande Nigeria. Mais qu'est-ce qui se fait? Si au Nigeria aujourd'hui, moi je vois que je suis dans le quartier B, je suis un grand opérateur économique, ça me marche, et que je pense qu'il faut nécessairement une rigole pour que l'eau du quartier soit drainée vers la lagune, j'ai introduit un projet. Peut-être, en temps normal, c'est un projet qui peut aller avec 1 milliard. Mais je peux le faire à 3 milliards. Pendant ce temps, le parlementaire Jérôme Sossou, je l'ai déjà vu, mon frère, toi, fais un effort pour que ça passe chez vous. Le directeur des cabinets au ministère de l'urbanisme, je l'ai déjà vu, mon frère, faire un effort pour que le ministre, j'ai déjà arrosé tout le circuit. Donc, le fait que de 1 milliard, j'ai fait passer le projet à 3 milliards, ça me permet d'arroser toute la chaîne de responsabilité pour que mon projet soit accepté. C'est un individu, hein, c'est un individu qui introduit, c'est les individus qui développent le Nigeria. Maintenant, le jour où cette loi est votée au Parlement, on a accepté que le projet Abi Alpha par rapport à cette rigole qui va quitter des comptes pour aller à la chose là a été adopté que c'est 3 milliards, l'argent sort. Tout le monde, même le chef de l'État Boari, sait que dedans là, c'est un travail de 1 milliard. Mais Abi a bouffé 2 milliards. Mais après 6 mois, 1 an, quand il vient, il va voir le travail de 1 milliard. Quand il vient pour voir sur le terrain, on va voir un travail de 1 milliard. Et bien propre. Bien propre. Quand tu marches sur des rues au Nigeria, tu regardes sur les rigoles, c'est comme c'est des fleuves qui coulent. C'est-à-dire, hein, on a fait un boulevard. Et la partie qui draine l'eau, tu regardes, c'est comme tu veux tomber dedans. C'est toute une ouverture avec beaucoup de mètres de hauteur. Malgré ça toute grandeur, et puis une zone permanemment sous la pluie. Tu ne vois pas, il pleut au Nigeria, dans Abuja, et puis, ou bien dans Lagos, et puis l'eau inonde la rue. Ici, là, tu sais maintenant la mode avec les dictateurs aujourd'hui, il faut assimiler son équipe. Toutes les surfacturations. Celui qui aujourd'hui a la capacité de gérer un projet où il peut faire la surfacturation, bouffer tranquillement sans qu'on l'inquiète là, c'est du simple au 10. C'est-à-dire, hein, si cet immeuble est de 500 millions, si 500 millions peut me suffire pour le réaliser au nom de l'État, je le fais payer à l'État à 500 millions fois 10.
Vous me comprenez? Je donne toujours, pour exemple, la direction où tu as déjà quitté, la Togocel, l'immeuble là. C'est 4 milliards. Hein? Si toi là, ici, on te donne 500 millions aujourd'hui, et le terrain, et l'immeuble, tu vas construire peut-être 2 dans Lomé. Mais l'immeuble là, où Acha déjà est resté 10 ans, il est sorti, les autres disent que c'est trop vieux, il ne veut pas occuper là. Qui est actuellement vide là, effectivement, c'est en délabrement là. C'est 4 milliards, ça a coûté à ton trésor, avec mon trésor. Tu comprends? 4 milliards de francs CFA. La nouvelle direction de la Lonato, c'est 11 milliards. Un seul immeuble qui est debout. Ce que nous disons, ils disent, les chiffres que nous avançons, si c'est du mensonge, de l'exagération, apprenez aussi à les inviter, à les faire s'intéresser, qui viennent nous contredire. L'immeuble, l'autre a commencé par construire, il est mort, il est laissé les autres. Allez vous demander comment ça s'est fait. On peut vous donner des exemples. La présidence de la République, au niveau de Lomé de là-bas, il y avait ce que Agouemé avait construit pour faire sa primature. Après, il m'a dit que c'est plus joli que la primature, c'est devenu la présidence. Donc, finalement, comme c'était 13 bureaux pour faire plaisir à Yadama, après on voit que 13 bureaux, c'est trop petit pour une présidence. Donc, il faut construire une présidence annexe et on a construit l'annexe là-bas. Au départ, sur les chiffres, c'est 300 millions. À dire, ce qui a été accepté, ce qui a été introduit pour que ça s'accepte là, c'est 300 millions. Mais, in fine, c'est 3 milliards que ça a coûté à l'État togolais. Mieux, l'immeuble là coule. L'immeuble là n'est pas actuellement, Fort Gnassingbé ne peut pas rentrer dedans, être content que voilà la présidence. On dit que ouais, les murs sont blindés, les portes sont blindées, c'est vraiment, on a conscience sur quelle architecture. 3 milliards de francs CFA du trésor public, mais l'immeuble coule. Je ne suis pas en train de vous renseigner que la présidence est encore en train de quitter la nouvelle là pour retourner à l'ancienne parce qu'il y a des travaux à faire. Ce n'est pas une information. Ce n'est que des exemples. Ces immeubles qui font pousser là, interrogez-vous, c'est à combien ça se fait? À chaque fois que quelqu'un est quelque part où ça peut le permettre, il est en force, il a sa capacité de faire la surfacturation, manger sans que ça fasse du bruit. C'est du simple au 10. C'est-à-dire de 100 francs, 1000 francs. C'est-à-dire la surfacturation, c'est pour à 10 quoi. Là où au Nigeria, on multiplie par 3, on dit bon, c'est vrai, on sait que tu as mangé quand même, mais comme le travail est fait. Ici, là, du simple au 10, vous ne voyez même pas la réalisation. On fait du simple au 10, vous ne voyez même pas la réalisation. Bon, quand un pays fonctionne comme ça, et qu'on copte des maires, tous ceux qui ont accepté aller à cette élection, pour devenir maire, ceux qui ont accepté jouer le jeu. Moi, je ne suis pas en train de dire ici qui est bon, qui n'est pas bon. Ce n'est pas à moi d'évaluer. Les Togolais voient. Les Togolais voient. Les Togolais voient. Actuellement, là, comment on peut dire que je suis maire, je suis ici, c'est moi, et que je ne peux pas de mon initiative penser à comment assainir la lagune. Un maire, si on a un maire à la retraite de travailler, s'il a un mandat de 5 ans, exemple. Mais actuellement, on appelle ici la lagune à sécher. Beaucoup ne s'interrogent pas, c'est quoi la lagune à sécher? Avant, c'était la terre. Ce système de terre plein là, il n'y avait pas. Il y a des systèmes qui ont remblayé ça pour amoindrir la taille de la lagune afin que, éventuellement, les éventuelles menaces d'attaque par voie maritime ne viennent pas le déranger. C'est comme ça, depuis la zone Bonké jusqu'à côté ici là. C'est une entreprise étrangère qu'on a payée pour remblayer, pour faire tarir l'eau là. Boca. Je me dis que vous comprenez. Tu vois, maintenant, si on a un maire costaud et qu'il se dit que moi je suis maire de cette zone, avant que mes 5 ans ne finissent là, je vais ouvrir cette lagune. Pour que demain, quand quelqu'un vient dans mon quartier, à partir de 500 francs, il peut prendre
une petite barque de Le Togo, venir chez Jérôme Sossou ici, qui peut prendre une barque d'ici à 300 francs, aller joindre le port, et que cette bras de mer là, qu'on appelle lagune, ce n'est pas seulement ici. Hein. Tu vois, les gens ne sont pas, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils veulent corrompre la nature. On ne corrompt pas la nature. Cette lagune-là, ce n'est pas ici, elle est née. Hein. C'est toute une chaîne. Au Bénin, il faut aller sur la cartographie. Tu verras au Ghana. Mais le Togo a fermé à des niveaux. Vous décidez pour une certaine sécurité d'assécher une partie. Vous pensez que ça va aller? Actuellement, toutes les solutions d'irrigation, ouais, quand il pleut, Badagou est inondé, quand il pleut, cette zone-là, on crie, on refait les mêmes débats. C'est en partie lié au fait que cette zone soit asséchée. La zone est asséchée, même sur la partie asséchée, les gens ont déjà acheté des terrains. Les gens ont des titres fonciers sur la zone asséchée. On a vendu. Ou bien je mens. Donc, s'il y a un maire qui a les mains libres, il se dit, moi je me fais un défi. Les Togolais, vous ne m'aimez pas. Je suis maire d'ici là, jusqu'à ce que mon mandat finisse. Je vais ouvrir le bras là. Et tu démontres au chef de l'État le bien fondé de ton projet. Après 5 ans, on dit, ah, ce monsieur-là, on ne l'aimait pas trop, mais voilà ce qu'il a laissé, l'empreinte qu'il a laissée. Quand tu vas à Abidjan, il y a une économie parallèle qui circule sur l'eau à travers les petites barques. Je ne vais pas venir ici avec la voiture. Quand je quitte chez moi là-bas, peut-être au niveau de l'hôpital, je peux venir ici à partir de l'eau. Mais Abidjan n'est pas plus irrigué par la nature que nous. Abidjan n'est pas plus irrigué par la nature que nous. Mais c'est la volonté. Quand tu vas à Cotonou, ils sont vraiment sur des zones marécageuses impossibles. Mais regarde les immeubles. Regarde l'assainissement qui se fait par rapport à ici. Dis-moi, est-ce que, j'ai dit, hein, on nous a présenté des gens comme économistes, gestionnaires, venus de quelle université, dont moi je mets toujours point d'interrogation. Mais très tôt, nous avons dit dans nos écrits que M. Faure Gnassingbé, c'est l'impossible miracle. Quand nous avions dit ça pour la première fois, oh, mais tu exagères, quelqu'un vient de commencer. Non, j'ai dit, ce monsieur-là, il n'a aucun miracle économique pour le pays. Parce que quand quelqu'un veut te vendre un chapeau là, regarde, il veut te donner un chapeau, regarde ce qu'il porte. Moi, il est le chef de l'État. Si demain il fait un miracle, je ne peux pas dire que c'est ce qui a fait. Hein. Il veut dire, monsieur Faure Gnassingbé, je ne t'aime pas. Je ne suis pas de ton bord, mais voilà ça là où même si on ne t'aime pas, c'est ça ton mérite. Qui nous aide à dire quelque chose de bien en lui. Qui nous aide. Parce que s'il a fait du bien, là où le genou se trouve, là où la tête se trouve, on ne porte pas le genou ne porte pas le chapeau. Si je n'aime pas fort et qu'il a fait bien aux gens de paix, et je viens ici de dénigrer là, c'est la population qui va dire, ah, toi aussi tu exagères. Mais il n'y a pas d'argument pour que l'on parle bien de ce monsieur. Pourquoi vous voulez que je fasse ces éloges? C'est un impossible miracle. Dans un environnement où tu es conscient que les gens volent, tu n'as pas la force morale, tu n'es pas une autorité morale pour arrêter ça. Si quelque part tu ne contribues pas, tu te tais. Dans un environnement où l'Inde finance les scanners, on dit scanner pour la santé. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. On dit nous n'avons pas d'argent, l'Inde peut financer, l'Inde finance, on dit 10 milliards. Au même moment, par le même bailleur, le Ghana a reçu 25 milliards. Nous avons reçu 10. Ce n'est pas un problème. Quand les 10 milliards finissent entre la présence et l'hôpital, et on n'a jamais vu un scanner, tu veux que j'accuse qui? On dit que c'est un scanner et que c'est l'Inde qui a financé. Dans leur texte, il faut que l'entreprise qui va faire les travaux, il faut que ce soit du droit indien. C'est à la présence là-bas que l'entreprise de droit indien a été créée et les 10 milliards ont disparu entre la présence et l'hôpital. Et on a amené un scanner, la tête est de fabrication allemande, la queue est de fabrication française et ça n'a jamais fonctionné. Les professeurs, les médecins se sont chamaillés là-bas. Bon, quand tu es témoin de ces scandales, tu ne dis rien. Tu as fait en sorte qu'aucun scandale ne scandalise personne. Quand c'est scandaleux que ça vient du Togo, c'est normal.
Tout le monde se tait, ça rentre. Quand on dit que c'est plusieurs tonnes de drogue qu'on a arrêté, que c'est du Togo, c'est normal, ce n'est plus un scandale. Quand tu gères un pays comme ça, quelle est ta fierté? Pourquoi tu attends que moi je te jette la fleur? Mais si demain je vois un changement, je vais dire, monsieur Ford, je sais que ce que je vais dire de lui, vous n'allez pas être content, mais voilà, chez nous, voilà ce qu'il a fait. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, voilà de quoi il est capable. Les gens vont dire, bon, vraiment, tu as fait les erreurs. Je dis, bon, c'est parce que ça mérite. Mais aujourd'hui, là, si je n'ai pas vu, je ne peux pas mentir. Ces messieurs ne sont capables de rien. Ils se tiennent, d'abord eux-mêmes, ils ne se tiennent pas le crime. Tu sais comment je l'explique? Tu gères un département sensible, on t'observe, tu manges, tu détournes, on fait comme on ne voit pas Isidore faire. Jusqu'à vers ta retraite ou bien on te remplace. Tous tes dossiers là, ils ont ça, ils tiennent. Le jour où tu es parti à la retraite ou bien on t'a remplacé là, ils t'observent. Quand tu vas commencer par bouger là, intention politique ou bien quelques mouvements suspects là, on dit à Isidore, attention, hein, quand tu avais géré le ministère de l'Agriculture là, l'ardoise là, c'était une gymnastique, hein, on sait, hein, et tu reviens t'aligner. C'est comme ça qu'il se déplace en chaise musicale. On prend celui-ci, on le met là-bas. La loi, c'est la loi du silence. Si tu ne t'étais pas, tu sais comment tu vas gérer là-bas. Si tu ne t'étais pas, tu étais officier, tu sais que tout le monde sait que tu étais dans le tortionnaire quand elles sont morts. Si tu ne t'étais pas, tout le monde sait qu'entre-temps, ce mort disparu là, dont nous avons tout fait pour taire le dossier, tout le monde sait que c'était toi. Et donc, on les déplace, on peut prendre n'importe qui, le mettre dans n'importe, on peut le faire sauter du coq à l'âne, on peut le sauter de l'âne au coq, on peut l'humilier en lui donnant n'importe quelle poste, il ne pourra pas brancher parce qu'on ne lui tient pas le crime. Un officier a tué des enfants à Agoye là-bas. Actuellement, les deux enfants, leurs corps sont à la morgue de Tchévier. La dernière fois, nous sommes revenus sur ça. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, jour pour jour. Les 2 corps, quand tu vas à la morgue de Tchévier, le plus grand est couché en bas. On a pris le plus petit pour déposer sur le plus grand. Comme un singe qui porte son bébé. C'est comme ça, les 2 corps sont à la morgue de Tchévier. Après 3 ans, personne n'a le droit de demander. Donc on est en train de tuer ces 2 enfants-là qui sont musulmans 2 fois. Parce que en tant que musulman, tu meurs le matin, le soir on t'enterre. Moi comme ça, là, si cette nuit on te dit qu'Abi là c'est fini, il a fait la bouche comme ça, cette nuit il est mort là. Si tu attends demain jusqu'à 16h avant d'arriver, qui arrive on dit, oh, il est déjà enterré, vers 16h là, nous on est enterré. Chez nous c'est comme ça et nous sommes d'accord. Donc ces enfants qui auraient dû être enterrés le jour même où ils sont morts, actuellement ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas, ça ne fait pas débat. Monsieur Fournier trouve que c'est normal, parce que entre temps on dit que c'est un de ses officiers, l'officier dit que ce n'est pas moi, boum, justifié, ça fait débat entre Amnesty International et l'État togolais. À cause de ça, les enfants, même si demain cette morgue-là de Tchévier n'existe pas, même si l'école là doit courir, ce n'est pas un problème, allons-y, ça continue. Bon. Donc dans un pays comme ça, je sais si vous comprenez. Qui nous aide à bien parler d'eux. Moi, je sais bien parler. Hein. Je sais si je veux, je suis d'accord, je veux te faire les éloges. Je veux faire un édito pour te vanter. Tu vas lire, tu vas éjaculer même. Mais si je vais t'insulter aussi là, tu es dans ta clim, tu vas transpirer. Qui nous aide à bien parler de lui. On ne voit rien. Il est seul maintenant, il n'y a pas d'opposition en face. Les Fabres, tout ça là, on les a mis dans les tiroirs. On les a dit, taisez-vous, tenez les mairies. Et ça marche. Maintenant, tu es seul. Le champ est vide. Construisez le pays pour que nous, on ait un argument. Si demain, ça change vraiment. Au Maroc, là, le père, mère, le fils, se remplacent. On peut vous citer plusieurs pays. L'Arabie Saoudite, tout ça là. Mais tout le monde est d'accord. Parce que les Saoudiens qui sont 4 millions d'âmes, quand un enfant meurt aujourd'hui jusqu'à ce que il ait 18 ans pour dire bon, vers où je veux m'orienter, en entendant qu'il s'oriente, il sait que depuis qu'il est né là, les ristournes du pétrole va sur un compte qui appartient. Donc il s'en fout de quelle est la couleur de la famille qui dirige. C'est comme ça en Arabie Saoudite. Il y a pas, c'est une dictature qui construit. Quand ils sont ici, c'est comme les gens sont faits pour gouverner. Prouvez-nous que vous êtes faits pour gouverner. En milieu arabe, ils sont en train de prouver qu'ils sont faits pour gouverner. Personne n'a fait. Tous les pays arabes où vous allez quémander, les gens sont allés jusqu'à prendre
12 immeubles publics. L'immeuble de l'OTR, l'immeuble de la direction du port. Je peux te citer 12 immeubles. Ça là, tu peux rentrer même dans les archives de RFI. RFI en a parlé. On prend 12 immeubles publics pour déposer en garantie, pour prêter l'argent chez un pays arabe. C'est des pays qui sont dans le désert. C'est vrai qu'ils ont le pétrole que nous n'avons pas, encore entre guillemets, que si on dit qu'on n'a pas du pétrole. Mais quand ils viennent chez nous ici, là, ils ne veulent pas partir parce que ce que nous, on a ici naturellement, là, chez eux, si tu rentres dans certains environnements, j'ai fait un peu Médine, je ne suis jamais allé au fond, Riyad de leur capitale, mais je connais la Mecque, Médine, beaucoup de pays milieux arabes. Quand tu vois une grande superficie verdoyante, c'est artificiel. Ce n'est pas naturel. Quand ils viennent ici, là, ils traversent une forêt naturelle. Ils sont émerveillés, ils n'ont pas envie de prendre l'avion. C'est dans leur désert là-bas. Ils construisent, tout le monde mange, jusqu'à ce que l'argent reste. Nous, on va pour prêter, on prend nos immeubles publics pour déposer en garantie. Où est-ce que tu as vu un État prête l'argent en déposant immeuble public comme garantie? C'est avec Fort Yassimé, moi j'ai vu ça. Si demain, moi je vais prêter à Guy Alpha, ou bien c'est ma rédaction, on n'a pas de moyens, on veut ressusciter, relancer la rédaction, il n'y a pas de moyens. Bon, en temps j'avais un terrain là-bas, j'avais une maison là-bas, bon, donc qu'est-ce qu'on fait? La banque va me dire, dépose quelque chose pour qu'au cas où tu n'es pas solvable, qu'on remonte à nos créances à partir de ta garantie. C'est normal quand c'est un individu. C'est normal quand c'est une société privée, mais un État qui collectionne 12 joyaux, 12 immeubles publics pour remettre à un pays arabe pour prêter 150 milliards. Et ils ont fait la communication à fond pour nous dire que le pays a fait des merveilles. Actuellement, c'est 150 milliards. Où est-ce que c'est investi? C'est devenu quoi actuellement? Bon, quand un pays se gère comme ça, comme une poubelle, bon. C'est déplorable, hein? Vraiment déplorable quand on écoute, quand on entend tout cela. Et c'est ce qui...